La guerre en Iran menace de reprendre. Vous le savez, les négociations patinent. Le détroit d'Ormuz est lui toujours bloqué. Mais on va prendre un peu de hauteur et éviter le bruit des dernières déclarations des deux camps et se demander ce qui va changer à long terme avec vous, Jean-Pierre Petit. Bonjour, merci d'être avec nous, président des Cahiers Verts de l'économie. Alors, pour le moment, la victoire n'est pas militaire pour l'Iran, mais le fait de tenir debout 2 mois après le début de la guerre et d'être attendu à la table des négociations, c'est finalement quand même une victoire. Oui, c'est on va dire, demi-victoire politique, plus que militaire, bien évidemment. Et en fait, c'est bien de s'interroger sur les conséquences à moyen terme. Et effectivement, il y a plusieurs hypothèses, hein. Il est sûr que l'Iran de la République islamique, depuis 1979, a été complètement isolé. Isolé de la scène internationale, isolé des réseaux financiers, des réseaux commerciaux, technologiques internationaux. Et il est bien évident qu'un changement de gouvernance en Iran représenterait un potentiel assez énorme, hein. Il faut quand même savoir qu'avant l'instauration de la République islamique d'Iran en 79, l'Iran occupait entre le 15e et le 20e rang au sein des puissances économiques mondiales en dollars. Aujourd'hui, c'est 40e. En termes de PIB par habitant, vous voyez, l'Iran se situe en dollars autour de la 100e place, entre la 100e et la 150e, et elle était 50e il y a 50 ans, hein, voilà, au milieu des années 70. Donc, il y a quand même un potentiel de bonnes nouvelles. Je parle même pas de changement de régime, hein, je parle juste de changement de gouvernance. Voilà, parce que les erreurs de gouvernance et les sanctions internationales ont fait que l'Iran a complètement reculé. Voilà. Et dans l'Iran quel a du secteur, potentiel. Jean-Pierre Petit, dans quel secteur ils sont forts quand ils sont évidemment présents dans le commerce mondial? Les Iraniens, on les retrouve dans quoi? Il y a beaucoup d'ingénieurs sur place, mais oui, sur quoi ils pourraient innover? Oh, ils ont un peu diversifié, mais c'est pas très efficace, si vous voulez, hein. La pétrochimie, par exemple, mais ils sont pas très efficaces. C'est-à-dire, il y a un problème de gouvernance. C'est toujours pareil, hein, gouvernance macro, micro. Mais ils ont du potentiel. C'est ça qu'il faut avoir en tête. D'abord, ils ont une population importante. Ils sont au 17e rang. Je veux dire, au niveau de la région, au niveau même global, c'est pas négligeable, hein, 90 90 millions millions. d'habitants. C'est pas un petit pays. Il y a une vaste base de consommateurs jeunes. Et comme vous venez de le souligner, une main-d'œuvre bien formée. Et puis, il y a des réserves. Alors, leur spécialité, c'est quand même historique, c'est quand même les minéraux, hein. Ils sont très présents dans toute une série de minéraux. Et puis, évidemment, dans les réserves de gaz et de pétrole, hein. Je crois ils sont, je crois, troisième dans les réserves prouvées de pétrole et deuxième dans les réserves prouvées de gaz. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont deuxième producteurs, hein. Ça veut dire simplement qu'ils ont un potentiel. Voilà. Et puis, alors, au niveau géographique, c'est très important. Ils sont au carrefour, vraiment, de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient. C'est vraiment un pays qui a, bon, je crois, 13 pays frontaliers en tenant compte des frontières maritimes. Donc, sur le plan commercial, c'est quand même un gros potentiel. Alors, vous mentionniez tout à l'heure la diversification. Il y a eu un petit peu de diversification aussi dans l'acier. Je l'ai dit, la pétrochimie, il y a eu de l'agriculture, etc. Mais tout ceci n'est pas bien efficient. Voilà. Et donc, la chance qu'il y aurait à l'issue de ce conflit, c'est évidemment de revenir dans le champ de l'économie mondiale, comme ils étaient dans les années 70. Il faut savoir que dans les années 60 et 70, l'Iran était souvent annoncé par les organismes internationaux comme ayant un pays au potentiel si fort qu'il allait rentrer quelques décennies plus tard au sein des pays riches, des pays développés, ce qui évidemment n'est pas le cas. Voilà. Et c'est puis peut-être ce qui enfin, fait peur, et ce Iran. qui a fait peur aussi à l'époque, et ce qui fait peur aujourd'hui aussi à d'autres puissances de la région, l'Arabie Saoudite, et évidemment, qui est là en ce moment la puissance, mais qui pourrait finalement se retrouver bientôt devancée. Bien sûr, mais ça, c'est le challenge aussi. C'est un challenge aussi positif pour les pays de la région. Et puis, ça voudrait dire aussi moins de perturbations régionales, parce que l'Iran quand même a manifesté depuis 47 ans un pouvoir de nuisance, hein, quand même, hein, faut bien le dire, au niveau politique et au niveau économique. Donc, ce serait une baisse de la prime de risque géopolitique sur le pétrole, le risque nucléaire, la sécurité des routes. Enfin, bon, bref. Donc, un levier de croissance aussi pour les pays voisins. Avec, évidemment, et c'est pour ça que c'est très important, les États-Unis ont ça dans leur carte, c'est quand même une levée des sanctions.
Voilà. Mm. Et un retour des flux de capitaux, un retour du capital humain, des ingénieurs, etc. Et une participation de l'Iran au développement de la région. Voilà. Mhm. Parce que si on en reste où on en est depuis 47 ans, bah, il y a de nouvelles sources de tension qui peuvent se développer. Par exemple, s'ils mettent en place le droit de péage, vous voyez, c'est un exemple qui pourrait être suivi par toute une série de pays Pour dans le l'instant, monde. il y a déjà quelques navires qui ont payé et qui sont passés dans ce détroit, effectivement, Non, grâce à ouais, bien l'autorisation de sûr. l'Iran, Bien en sûr, versant mais de si l'argent. jamais ça se généralisait, bah, ce serait un vrai sujet. Et en plus, il y aurait un problème pour les autres pays du Golfe, hein, donc Bah déjà, c'est contraire aussi au voilà. droit international de la mer, donc ça pose Alors là, problème. en plus, oui, il y aura un problème juridique. Quelle serait la réaction d'Israël? Quelle serait la réaction des pays du Golfe, de la région? Ce serait vraiment très, très, très problématique parce que non seulement il y aurait le droit de péage, mais il y aurait aussi la nécessité de renforcer les capacités militaires de défense de tous ces pays-là. Mm. Voilà. Et de ce point de vue, c'est quand même c'est quelque chose qui n'est pas seulement parce qu'effectivement on suit, comme vous le disiez au début de votre intervention, on suit les déclarations de Trump, des gardiens de la Révolution, mais il faut regarder le potentiel de cet événement historique sur le moyen terme. Et pour l'Europe, moi ce qui me frappe, c'est que l'Europe est complètement absente du dossier, si je puis dire. Et pour l'Europe, ce qui se passe actuellement en Iran, c'est un puissant nouveau stimulant à la souveraineté, qui comprend la souveraineté énergétique et la transition énergétique. En fait, les deux vont dans le bon sens, quoi. Parce qu'il faut jamais Mhm. oublier que nous, on a encore enfin, on importe encore, l'Union européenne importe encore 58% de ses besoins d'énergie. Pour le pétrole, si je me souviens bien, c'est 95% et pour le gaz, ça doit être dans les 90%, hein. Donc, c'est un conflit qui est centré sur les énergies fossiles et il est évident que la transition énergétique devrait normalement, au cours des prochaines années, connaître un nouvel élan. Mhm. Voilà, c'est Et un c'est vrai que puissant coup d'accélérateur. c'est d'autant plus important que l'Iran a compris que c'était un levier de négociation à ce passage par le détroit et évidemment la dépendance des pays occidentaux mais et asiatiques aussi au pétrole, un levier de négociation bien plus fort que le nucléaire. Et finalement, parfois le nucléaire ne fait même pas partie des négociations alors qu'évidemment c'est la demande initiale des États-Unis et d'Israël. Absolument. Le nucléaire fait partie aussi de la souveraineté, d'une certaine manière, et de la transition énergétique. Nous, il faut qu'on mette le paquet sur le nucléaire, un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur le nucléaire et le renouvelable. En fait, la décarbonation prend du temps, mais elle est macroéconomiquement rentable à long terme, en fait, fondamentalement. Voilà. Mm. Et elle passera par l'électrification via le nucléaire et le renouvelable, et notamment via la voiture électrique. Voilà. Il ne faut pas oublier, parce que l'essence, la consommation d'essence dans le monde, je crois que c'est 25 millions à peu près de barils du jour. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir pour un pays comme l'Europe. Un mot de l'éclatement de l'OPEP. Est-ce que c'est possible avec le retrait, là on l'a vu, des Émirats arabes unis hier, c'était pas forcément attendu, ça fragilise vraiment le cartel qui est mis en place, hein, qui a été mis en place par l'Arabie saoudite. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est inquiétant? Non, non, c'est pas. Enfin, pour le pétrole, Ou alors c'est ça peut faire baisser pas. justement le pétrole, ouais. Oui, c'est pas. Vous savez, l'OPEP a beaucoup moins de poids qu'il y a 50 ans au moment des chocs pétroliers, des deux grands chocs pétroliers, et ce poids s'est renforcé. Enfin, cette diminution de la capacité d'influence de l'Iran s'est poursuivie depuis. Et donc, les vrais gagnants, d'ailleurs, pour lier votre question à la précédente, les vrais gagnants, ce sont les pays producteurs de pétrole à l'extérieur de l'OPEP, si je puis dire, ou à l'extérieur du Golfe, plus précisément. C'est-à-dire, en fait, États-Unis, Russie, Norvège, Canada, vous voyez, des pays qui sont. Donc, c'est un peu Mm. lié, les deux événements, même si la décision des Émirats n'est pas liée à Oui. particulièrement à cette problématique. Et à moyen terme, l'inflation va-t-elle revenir? Parce que c'est un choc énergétique quand même, hein, cette augmentation du cours du pétrole. Comment ça va se propager au reste de l'économie, notamment en Europe, qui est très touchée? C'est un choc beaucoup moins inflationniste que 2022. En 2022, vous aviez déjà un choc d'offres lié à tous les phénomènes de pénurie
post-Covid et les goulots d'étranglement qui s'étaient formés sur toutes les chaînes de production mondiale. Et même avant le démarrage de la guerre d'Ukraine, on avait déjà des chiffres d'inflation très élevés, plus de 6%, plus de 7% aux États-Unis, en Europe. Et on est monté à 10 aux États-Unis, on est monté à 10,5 en Europe. Vous voyez, c'est des chiffres qu'on ne verra absolument pas. Enfin, alors, sauf cataclysme, évidemment, mais je ne crois pas parce que la croissance elle-même était déjà très forte. Les anticipations Mm. d'inflation étaient déjà très fortes. Et la croissance, on avait fait une croissance de plus de 5% en 2021, en reprise de post-Covid. Le taux de chômage était beaucoup plus bas, il y avait une tension sur l'appareil de production, il y avait des délais fournisseurs beaucoup plus importants, donc il y avait déjà des tensions. Et la croissance, en plus, a bien résisté en 2022, notamment aux États-Unis, grâce aux excès d'épargne, les matelas d'épargne des ménages, etc. Enfin, toutes ces conditions ne sont pas réunies. Alors, il va y avoir un choc, enfin, il va y avoir un petit choc inflationniste. Effectivement, on va monter à plus de 3,5, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les chiffres que je mentionnais sur 2022. Donc, et puis, n'oublions pas que l'inflation est récessive, hein, de toute façon, hein, à plus ou Mm. moins brève échéance. Et donc, ça va être, à mon avis, plus stag que flationniste. C'est-à-dire, au total, in fine, à la fin du match, on aura eu plus d'impact additionnel relatif sur la croissance que sur l'inflation mondiale. Et donc pour vous, c'est absolument pas récessif. On est loin de parler de la récession, même si le choc inflationniste amène un On a les ralentissement de moyens de croissance. résister aujourd'hui, et puis on n'est pas quand même Mm. sur un choc majeur comparable au premier, au deuxième, au troisième choc pétrolier. Mais c'est quand même, quand on parle de stagflation, on parle d'impact sur la croissance et d'impact sur l'inflation. Ce choc-là, à mon avis, sera un peu plus important, significatif sur la croissance que sur l'inflation. Voilà. Alors en ce moment, on est quand même dans une saison de publication d'entreprises. Elles restent optimistes et résilientes, ces entreprises, vigilantes quant à la situation, mais il n'y en a aucune qui abaisse ses prévisions, par exemple, sur l'année. Ça veut quand même dire que ça reste marginal, non? Bah, pour Comme l'instant, échelle. en fait, Mm. le marché action existe bien parce que le marché action, c'est le marché action américain, hein, c'est lui qui Mm. détermine le monde, voilà. Et dans le marché action américain, c'est la tech américaine qui L'IA, ouais. détermine le Mm. marché action, enfin en Mm. grande partie, voilà. Donc en fait, la tech est peu affectée hein, en l'état actuel des choses par ce qui se passe en Iran. Et pour le reste, si vous voulez, les investisseurs ont pris en compte la baisse du marché qu'on a eu. On a eu une baisse du marché de l'ordre de maximum de 8%, tiennent compte du fait que la Réserve fédérale va pas trop réagir aussi dur, enfin pas du tout de façon comparable à 2022. Elle va plutôt adopter un statu quo. Donc, vous voyez, tout ce qui pourrait affecter gravement le marché action n'est pas véritablement présent. Et en plus, je pense plus particulièrement depuis le cessez-le-feu du 8 avril que le marché, bon an mal an, croit qu'on est rentré quand même malgré tout dans une période de négociation, alors certes compliquée, chaotique, avec des soubresauts dans tous les sens, des déclarations incendiaires, puis des déclarations plus conciliantes, mais que tout ceci, enfin, on est plutôt dans une démarche de négociation. Et qu'au total, bon, l'essentiel des Mm. tensions est plutôt derrière nous. Et juste sur ces taux d'intérêt de banque centrale, vous les voyez évoluer comment? Vous avez dit statu quo du côté des États-Unis, mais du côté de l'Europe, est-ce qu'il pourrait y avoir une remontée des taux cette année? Parce qu'en 2022, c'était aussi la remontée importante des taux qui avait créé le crash obligataire et qui avait fait beaucoup de mal au marché. Absolument, et le crash obligataire avait été beaucoup plus long, hein. Il faut savoir que les taux remontent à partir de la fin 2021, début 2022, et ça s'étale jusqu'à l'automne 2023. C'est un crack Mm. obligataire, une correction obligataire qui dure 20 mois. C'est pas seulement que les taux ont beaucoup monté, c'est que ça a duré très longtemps. Donc ça a été très mauvais pour le marché obligataire. C'était plus mauvais en relatif pour le marché obligataire que pour le marché action, qui lui avait plutôt bien résisté. Enfin, il a baissé quand même de 25% entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, mais il avait en relatif plus résisté. Euh, alors, là, je pense que la BCE, pour répondre à votre question, va quand même relever ses taux, mais elle va moins les relever que ce qu'a pensé à un moment le marché, c'est-à-dire de 75 points de Mm. base de hausse des taux. Franchement, compte tenu de la situation assez objective de l'Europe aujourd'hui en termes de croissance, de tension sur l'appareil de production, d'anticipation d'inflation, une hausse, à mon avis,
de 25 points de base et des discours plutôt accompagnés de discours plutôt vigilants, on va dire, c'est normal, hein. Les banques centrales sont là pour ça, donc on va dire des discours relativement au quiche devraient suffire et donc devraient limiter la casse sur le marché obligataire. Ça, ce sera donc le rôle de Christine Lagarde jeudi, puisqu'il y a une réunion de politique monétaire. Merci beaucoup, Jean-Pierre Petit, pour ce décryptage. Merci à vous.